Bienvenue à tous, un bonheur d'être là, comme toujours, entre nous et avec vous tous, les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration, les étudiants, les apprentis comme les futurs retraités. Ce plateau est le vôtre. On est là pour vous aider dans vos métiers, pour vous tenir au jus des dernières réglementations, pour vous montrer que vous n'êtes pas tout seul face aux difficultés comme dans les meilleurs moments de ce très beau secteur. Avec nous, fidèlement assise à mes côtés, votre présidente Danielle Chavant. Bienvenue, chère Danielle. Bonjour à tous et à toutes. Tout va bien, la rentrée s'est bien passée? Magnifique. Dans les fourneaux, au service. La vie est belle. Et c'est ce qu'on vous souhaite bien sûr pour toute cette année. Jamais de langue de bois, vous nous faites profiter de votre expérience et de votre grande lucidité sur toutes les facettes de la filière pour faire avancer les choses avec cohérence. Vous restez bien à mes côtés. Votre directrice Gaëtane Besson-Chavant. Salut Gaëtane. Bonjour à tous. On retrouve bien sûr Chou et Véro pour les Bonjour. rubriques. Tout va bien? Impeccable. Très bien. On vous garde bien sûr pour la fin d'émission. On enchaîne tout de suite avec le chiffre du mois. Vous l'attendez tous. C'est 420 et c'est le nombre de participants, élèves, en hôtellerie, restauration et professionnels réunis aux 2 courses de garçons de café qu'a organisé l'UMI 38 à Grenoble et à Vienne en septembre. 2 journées acrobatiques parfois, mais vivifiantes surtout, de promotion des métiers de l'hôtellerie-restauration où les professionnels ont pu accueillir la relève. C'est produit en Isère, les vins de l'Isère. Est-ce que vous en proposez à votre carte? Sachez que le vignoble isérois s'étend sur 72 hectares entre le Grésivaudan, les Balmes dauphinoises et les collines rhodaniennes. Chaque année, près de 3000 hectolitres de vin sont produits. Les vignerons travaillent 34 cépages, dont plusieurs variétés locales, comme la Verdesse, le Persan, les Traires de la Duy ou la Mondeuse. Pour découvrir ces fins breuvages, toujours avec modération, ne manquez pas les rencontres professionnelles des vins de l'Isère ce lundi 20 octobre au château de Dantézieux à Saint-Savin. Et ici, Laurent Gras, vous avez remis au goût du jour les vins de la Bastille, d'ailleurs, les vignobles. Exactement, ça fait la transition, tout à fait. On a replanté en 2017 la première phase. Et la vendange a été bonne? Petite mais qualitative. Très bien. Allez, tout de suite sur le feu. Et on vous garde Laurent Gras, vice-président de l'UMI 38, également maître restaurateur. Oui. Merci beaucoup d'être plaisir. avec nous, Laurent Gras. Alors, depuis août 2025, il y a un nouvel avenant de la convention collective HCR qui est applicable. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, c'était une volonté du métier, une volonté de l'UMI d'abord et des professionnels dans son ensemble de revaloriser la grille tarifaire de nos apprentis, de nos alternants, pour avoir une meilleure image, un meilleur accueil, voilà, et qui justifie aussi l'engagement dans nos professions. Ce sont des beaux métiers, des métiers de carrière dans lesquels on peut s'épanouir avec pas forcément des diplômes très élevés. On peut faire le tour du monde avec un CAP, donc c'est quand même séduisant. Maintenant, à nous aussi de prendre soin de nos futurs collaborateurs, nos futurs repreneurs. Donc voilà, c'était normal que l'UMI se repositionne un petit peu et soit avant-gardiste sur la grille des salaires pour nos alternants. C'était l'enjeu, c'était urgent de le faire aujourd'hui? Oui, parce que on nous catalogue volontiers dans des métiers difficiles. Alors qu'est-ce qu'un métier difficile? Quand vous parlez à un pompier, un ambulancier, une infirmière, un médecin, voilà, tous les métiers sont spécifiques. Voilà. Donc oui, effectivement, on va travailler le week-end, on va travailler le soir, mais pas tout le temps. Et les coupures, il y a de moins en moins. Donc non, il fallait remettre un coup de projecteur sur nos métiers, être dans le vrai. Donc cette augmentation tarifaire, elle fait partie aussi du toilettage de la profession. Un message véritablement aussi aux candidats pour cette profession, c'est ce qui revient le plus aussi, on travaille trop, c'est mal payé. Voilà, donc ça c'est faux. Aujourd'hui, c'est plus de vérité, à nous de le faire savoir, la preuve. Voilà, on a mis la main à la poche pour mieux accompagner nos jeunes et mieux les former. Daniel? Oui, parce que notre grille tarifaire a quand même augmenté. On a le SMIC le plus élevé. Je parle sous le contrôle de mes responsables juridiques et sociaux. Donc, au niveau des salaires, on n'a pas du tout à rougir et nous en sommes ravis. On a tout fait en ce sens et qu'on cesse de dire que dans nos professions, on paye mal. Ça commence par l'apprentissage. Voilà. Donc, très jeune aussi, on peut commencer ce métier aussi sur des bonnes bases, mais c'était vraiment important de remettre les choses au clair. 16%, je crois, on a augmenté en 2 ans.
notre grille tarifaire des salaires. Ah oui, la grille mais des ça, salaires. c'est sur les salaires. Là, c'est Oui, vraiment non. sur l'apprentissage. Oui, pour le patron, Ouais. Tout à vous, fait. c'est pareil, Oui, hein, que ce tout soit à fait. alternant Ouais, ou ouais. autre, la masse salariale, elle est là. Et Donc, Et on a on peut déjà rappeler subi ça. que l'UMI, donc au niveau national, siège à la commission mixte paritaire qui permet, avec les syndicats de salariés et donc les autres syndicats patronaux, qui qui analysent les différentes demandes possibles et font évoluer les Ça a été les accueilli règles. d'ailleurs par l'ensemble des syndicats salariés avec une belle reconnaissance de la profession qui tout le monde a signé, quoi. Voilà, c'est pas quelques syndicats minoritaires salariés qui ont valorisé, c'est tout le monde, y compris la CGT en tête, qui ont validé la démarche. Donc, voilà. C'est déjà au goût du jour? Oui, depuis le 1er août. Voilà. Depuis le 1er Ça août. fonctionne, oui. C'est aussi tout le sens de l'UMI pour certains, et notamment les plus jeunes qui nous regardent. C'est un syndicat, l'UMI, qui est ici pour défendre les intérêts de la profession. C'est ce que vous avez fait avec cet avenant. De nos apprentis jusqu'à la direction de nos entreprises. Voilà. Eh bien, très bien. Laurent Grand, on vous garde tout au long de cette émission, puisque vous êtes à la fois à l'UMI et à la fois au fourneau. Donc, c'était important de rester avec nous. Tout de suite, nos invités. Ouh, c'est très efficace aujourd'hui. Loïc Civelle, qui est enseignant et coordinateur secteur hôtellerie et restauration. Bienvenue. Merci. À bonjour. l'IMT, c'est À ça? l'IMT, tout à fait. On a Julien Rondepierre, qui est directeur délégué aux formations DDF, on dit chez vous. c'est ça. DDF-PT, oui, c'est ça. Voilà, au lycée Porte de Chartreuse, à Exactement. Vorep. Re-bienvenue, hein, vous êtes déjà venu dans cette émission, vous êtes ici chez vous. Et Sébastien Gaillet, soyez les bienvenus ici sur ce plateau. Vous êtes directeur délégué aux formations, donc DDF aussi, au lycée Lesdiguières. Et vous n'êtes pas de trop, vous trois, pour nous parler aujourd'hui des diplômes. C'est différent. Diplôme de l'hôtellerie, restauration. Quel diplôme, pour quel profil et pour quel métier? Tout ceci, vous le retrouvez dans ce guide qui s'adresse à vous, les professionnels, pour ne jamais se tromper ou en tout cas pour faire les bons choix au bon moment. C'est ça? C'est ça. C'est une problématique aussi que vous rencontrez forcément régulièrement aussi. Qui embaucher? Pourquoi? Être en lien avec les professionnels de la restauration pour avoir vraiment les candidats qui pourront servir la profession au mieux de la manière la plus adaptée? C'est exactement ça. C'est mettre le profil du candidat en face du profil d'entreprise qui correspond. Si on a un jeune de 14-15 ans qui veut faire un CAP, on ne va pas du tout être sur la même façon d'aborder le suivi du jeune et l'apprentissage en entreprise. Donc il faut vraiment qu'on puisse mettre les bonnes personnes en face des bons éléments pour faire avancer les choses. Et ça, dans la pratique, vous le rencontrez souvent? C'est-à-dire les professionnels eux-mêmes, les employeurs, peuvent aussi se tromper ou agir peut-être un petit peu précipitamment sur un bon profil, mais qui n'a pas nécessairement le bon diplôme? Il y a plusieurs choix qui se posent, en fait, parce qu'en fait, dans nos filières, il y a comment on appelle ça, une proposition de formation assez large, que ce soit l'IMT, que ce soit les Portes de Chartreuse ou les CD d'hier. Donc il y a plusieurs choix qui s'offrent à eux, à nos élèves, aux futurs élèves. Et en fonction du profil de l'élève, de sa maturité, de son âge, le choix peut être différent en fonction de tous ces éléments. Donc s'orienter soit vers la voie technologique, quels sont ses objectifs à long terme, son projet professionnel, et est-ce que trouver le meilleur chemin pour lui. Et Loïc Civelle, est-ce qu'on peut encore se former sur le terrain, bien sûr, et certains le font. On a souvent des petites pépites, on se dit, lui, je vais le former. Il faut aujourd'hui, c'est important d'être formé et d'avoir la bonne formation. C'est important. L'entreprise dans laquelle il va être accueilli va être aussi importante. C'est pour ça qu'on va le diriger sur les différents diplômes en fonction de l'entreprise dans laquelle il va décrocher un contrat. Bon, ça nous arrive souvent, comme vous posiez la question avant. Les employeurs vont faire signer un CAP et finalement ce sera plutôt sur un titre professionnel employé de restauration ou commis de cuisine qu'il aurait dû être envoyé en fonction du candidat et de l'entreprise. Vous vouliez vous exprimer, Daniel, avant d'éplucher, on va dire, tous les diplômes pour les différents profils? Qui a les yeux qui brillent, qu'est-ce qu'elle va encore me dire? Simplement, vous êtes là pour ça. Il me manque un petit morceau là. Les élèves, est-ce qu'il y a un entretien avant l'inscription? Nous,
Bon, je pense que c'est dans globalement, tous les non, mais- établissements pareil, mais nous, on reçoit tous nos élèves un par un, soit notre directeur, soit les DDF, que ce soit en boulangerie-pâtisserie ou en hôtellerie-restauration, avec leur famille au départ pour déjà bien cadrer le profil et voir vers quel diplôme on peut les amener. Et souvent, ils arrivent en idée, je vais faire un bac pro, on étudie le profil ensemble avec les familles et ensuite, soit on les maintient sur le bac pro, soit on peut leur conseiller autre chose et les accompagner sur le choix. Ça, c'est vraiment important. Parce que, je ne sais pas si tu vas me rejoindre, mais rejoins-moi, je serai moins seule. Je trouve que là, on est complètement écarté du dossier. Alors, vous faites ça très bien. Mais je trouve qu'à un moment, on pourrait être présent aussi dans cette semblant de sélection. Parce que nous, après, on les récupère. Sans nous, vous ne faites quand même globalement rien. Nous, sans vous, on ne fait pas grand-chose. Quoique, on peut aussi... Ça veut dire que je pense qu'il y a des gamins où on se dit, qu'est-ce qu'ils foutent là, quoi. Alors, je ne dis pas que vous les avez pris pour remplir vos écoles. Je n'oserais pas dire ça. Loin de là, cette pensée. Mais il y a un moment, peut-être que... bon, après, quand je les vois arriver avec des piercings, des machins, des trucs, moi, le jour, avec piercing, je nomme, hop, on va ailleurs. Enfin, parce que nous, on a tout le boulot à faire derrière. Alors, après, la communication, elle se fait bien en amont. En fait, on communique beaucoup dans les collèges. On intervient dans les collèges. Par exemple, il y a un projet food truck qui a été réalisé depuis 3 ans dans le cadre du campus des métiers. Et on se déplace dans les collèges et on leur parle justement des valeurs du métier, les avantages, les différentes filières. Parce que là, on parlait un peu de l'apprentissage, mais aussi il y a la voie scolaire. Et en fonction du profil du jeune, eh ben, on les oriente plutôt dans un sens ou dans un autre. Donc le travail se fait vraiment. On accueille aussi des élèves de 4e, 3e. Et il se fait bien en amont. Et c'est là où, à mon avis, c'est vraiment important parce que les conseillers d'orientation connaissent pas la spécificité de nos métiers. Et voilà, donc ça commence dès le collège. Et après, effectivement, dans nos différents centres de formation, le travail sur les savoir-être est énorme. Parce qu'ils n'ont pas forcément le cadre à la maison. Et ça, en fait, ça nous revient après. Donc ils deviennent employables. C'est vrai que dans certaines émissions, plus il y a de piercing et plus il y a de tatouages et plus ils ont des chances d'être pris à la télévision, dans les émissions cuisine. Mais ça, c'est les tendances. Oui, Laurent. Je voudrais rajouter une précision aussi qui est très importante et que tout le monde partage sur ce plateau, c'est que c'est un vrai travail d'équipe. C'est-à-dire que s'il y a un des facteurs défaillants, ça ne fonctionne pas. On a le jeune, évidemment, c'est l'atome principal. Et autour en gravité, il y a l'entreprise, il y a le centre de formation et il y a la famille. Donc sur ces 4-là, s'il y en a un de défaillant, ça ne fonctionne pas. Ça peut être l'entreprise, ça peut être le jeune lui-même, ça peut être la famille. Bon, le centre de formation, aujourd'hui, voilà, on est entouré dans le bassin et dans le département de gens performants avec des outils à disposition de nos jeunes. Mais voilà, que ce soit en alternance ou que ce soit en scolarité classique, l'entreprise a un rôle à jouer en forme de stage, de jurification d'examen, etc. Et voilà, il faut vraiment qu'on s'approprie cette formation-là. À nous d'accompagner du mieux les jeunes. Je rejoins complètement Daniel sur le savoir-être, Daniel et Sébastien sur le savoir-être de jeunes qui arrivent. Et malheureusement, on est souvent amené à faire le boulot des parents dans l'entreprise ou à l'école, parce qu'il n'est plus fait à la maison, quoi. Voilà. Et ça, c'est du temps passé, de l'énergie, et souvent de l'échec, parce que le jeune bifurque ou on n'y arrive pas, quoi. Donc voilà. Et ça, c'est pas notre rôle, hein. Et malgré tout, si on va aller au bout, aujourd'hui, on n'a plus trop le choix, il faut le faire. Voilà. Moi, j'aimerais juste, pour clore après, pas développer trop, mais c'est quand même un sujet important. On est ravis de vous avoir tous, parce que vous êtes à nos côtés ô combien. Il manque un partenaire là, et je pense que celui-là, il faut qu'on le rencontre un jour, c'est l'éducation nationale, recteur ou rectrice, puisqu'il n'y a plus de... Par exemple, parce que comment, alors Julien va sourire parce que c'est de quoi je vais parler, comment peut-on accepter d'avoir les périodes scolaires, enfin en intra-école, toutes pareilles, c'est-à-dire vous prenez un BTS, il est absent 3 semaines, il est 3 semaines en cours, très bien, on le sait dès le départ. C'est 3 semaines à l'Hédiguerre, 3 semaines à Brest, c'est les mêmes. Alors on va vous dire, vous n'avez pas à prendre des BTS pour être un salarié, enfin il n'est pas là pour remplacer. Et ça veut dire qu'on prend une potiche alors, qu'elle soit là ou pas, ça ne change rien. Je trouve que c'est humiliant pour l'élève, je le dis et je le redis. Ah, t'es là aujourd'hui parce qu'il faut entendre les copains.
Ah, t'es là, bon, on a mis la photo, parce que ça fait, pour peu qu'il ait sa semaine de vacances auquel il a le droit, évidemment, il reste un mois sans le voir. Et c'est les mêmes. Pourquoi est-ce que, je sais pas, l'académie n'arrive pas à compléter ces 3 semaines-là, ces 3 semaines-là? Donc, on peut prendre deux alternants. Et ce qui fait que, de BTS par exemple, ce qui fait que c'est fluide dans l'entreprise, et pour l'équipe de salle ou de cuisine, ils ont toujours un BTS avec eux. Moi, on arrive à se poser des questions, vraiment. On enverra le lien vers l'émission, vers l'Assemblée nationale. Il faut qu'on aille le voir. Oui, exactement. Quel diplôme? Ça change, on ne sait pas encore quel ministre de l'Éducation nationale. Non, on verra. Non, là, il n'y a pas d'urgence. Effectivement. On parlait d'atomes. Là, c'est une espèce de petit atomium qui est très clair, pourtant, pour savoir exactement quel diplôme correspond à quel profil et donc quelle formation adopter. C'est toujours très tôt que ça commence ou pas? Pas toujours. Alors. Mais ça peut commencer très tôt. Merci. Ouais, ils ont le choix. Hein. Ça peut démarrer à partir de 14 ans où ils sont stagiaires de la formation. 3e? Pas forcément. S'ils ont 14 ans, en général, ils ne sont pas sortis de 3e. D'accord. Alors, c'est une 3e prépa pro ou quelque chose qui y ressemble. Mhm. Et ils sont seulement stagiaires de la formation jusqu'à 15 ans. Et à partir de 15 ans, sortis de 3e et 16 ans, ils rentrent en tant que vraiment en contrat d'apprentissage, en CAP. Ou après, par la voie initiale, où là, ça va être un peu différent. Voilà, en CAP, il y en a aussi le CAP par la voie initiale au port de Chartreuse, où là les jeunes arrivent à 15 ans et là où ils vont effectuer des stages en entreprise, ils vont choisir soit la cuisine, soit le service. Donc on va se retrouver face à des profils de jeunes qui découvrent le métier, qui sont là pour découvrir la cuisine, découvrir le service. Ils vont pas prendre de responsabilité, exactement. C'est vraiment, ils sont vraiment là pour être accompagnés, pour leur donner un petit peu les étoiles dans les yeux aussi au sein des entreprises, parce que ça c'est important. Et nous à l'école on s'y attache vraiment. Ensuite, sur ces 2 ans-là, ils auront possibilité de bifurquer soit en certificat de spécialisation, soit en bac pro. Alors en bac pro, comme on a à Lesdiguières ou chez nous aussi, où là on a des jeunes qui en première année, en seconde, vont faire du service et de la cuisine sur la première année. Donc c'est pareil, ils découvrent le métier, il y a cette mixité de parcours. Et ensuite, en première, ils vont choisir entre la cuisine et le service. Donc là, on va commencer ils vont avancer dans les entreprises avec un petit peu plus d'expérience et on va pouvoir leur donner plus de tâches. Mais ils auront toujours besoin d'un accompagnement, ça c'est certain. Très bien. Moi, je pense que pour simplifier, en fait, un CAP est destiné à faire être un bon commis de cuisine et le bac pro forme un futur chef de cuisine après quelques années d'expérience, bien sûr. D'accord. Voilà, avec cette notion de responsabilité et de gestion d'une équipe. Avec aussi toujours cette idée dans la restauration qu'on peut commencer et petit à petit, avec les années et avec l'expérience, le métier évolue également. Comme on l'a dit très justement Laurent, en fait, il y a une possibilité d'évolution qui est énorme dans nos métiers. Ça n'a pas bougé. En France et à l'étranger. Souvent, on l'oublie. Et aussi, je pense qu'à travers ce document, on essaye de réapprendre aux maîtres de stage ce qu'ils doivent vraiment attendre. Parce qu'un CAP, c'est pas un BTS. Et souvent, l'employeur ou maître de stage, c'est plus un maître de stage, j'ai un alternant. Non, un alternant CAP, il va pas faire, je me répète, un alternant BTS. Et on entend, pour ça qu'on a voulu resituer ce que on devait, d'abord, dans quel canal on devait faire la formation, pas déborder non plus. On ne lui demande pas de tenir un dialogue en anglais et parler de l'IA avec un client. Hein, on va se calmer, on va déjà prendre des étapes. Vraiment, là, il y avait un gros travail parce qu'on le voit dans les discussions. Oui, moi, j'ai un CAP, comment il fait passer? Ben non, il ne fait pas parce que d'abord, il n'a pas à le faire. C'est pas, bien sûr, tant mieux si c'est plus, mais restons déjà dans le canal établi. Voilà. Et simplement, pour les personnes qui ne connaissent pas encore, vous faites la même chose ou c'est complémentaire et à différents niveaux, vos 3 établissements? Alors sur l'IMT, nous, ça sera que autour de l'apprentissage, forcément de l'alternance, du CAP au BTS, en passant par le brevet professionnel. Donc qui est une équivalence au bac pro, mais du coup les matières ne sont pas les mêmes. Cuisine Et vraiment dans la technique. Charcutier traiteur, toutes les pâtisseries. Alors c'est vrai que c'est spécifique, mais il y a aussi pâtisserie de restaurant. Aussi pâtisserie de restaurant.
Ils peuvent, mention. excuse-moi de le redire, est-ce qu'on peut toujours passer des CAP en candidat libre? On peut toujours, oui. Parce que ça aussi, Ça marche bien en pâtisserie, ça d'ailleurs, Daniel. De plus en plus. Non mais ça, je trouve que ça peut être un semblant d'ouverture pour le gamin qui a dit non, pas d'école, moi je veux pas. Bon, et puis tout d'un coup il se dit bah, ton enfant, on a compris qu'il fallait aller plus loin et il peut passer. On lui dit bah essaye de passer ton CAP et puis après il reprend le train en marche et il continue. Voilà. Voire en plus de quelque chose d'autre Voilà, en cas de doute. Excusez-moi, Oui. la petite différence à partir de cette année, c'est qu'ils ont une obligation d'avoir 14 semaines de stage en entreprise avant de s'inscrire en candidat libre. Très bien. Les Ça fait quoi, 4 portes de Chartreuse. Alors nous, les portes de Chartreuse, on était axés vraiment sur de l'initial au départ. On a un petit peu d'apprentissage. On va de la 3e prépa métier, où là, les jeunes ont 5 semaines de stage en 3e en entreprise et où on les intègre dans nos laboratoires. Donc ça, c'est vraiment important pour un jeune de 4e qui arrive et qui a du mal avec l'école, parce qu'on en a certains aussi, et qui ont besoin de s'orienter. Et ensuite, on va basculer du CAP, du bac pro, du BTS, des certificats de spécialisation aussi, sommellerie, dessert de restaurant et traiteur. Et on a aussi toute notre section boulangerie-pâtisserie, en initiale et en alternance aussi. Ok. Et à Lesdiguières. Ben, la même chose, en fait, on a une offre relativement large qui va donc du CAP au BTS et même la licence. Et on a, en termes d'apprentissage, deux formules. On a une formule en mixité de public, notamment sur nos bacs pro. C'est-à-dire que dans la même classe, en fait, il y a des élèves en statut scolaire et des élèves apprentis. Et puis post-bac, on a des classes dédiées sur l'apprentissage. Voilà. Et avec une multitude de formations, comme des certificats de spécialisation, on va ouvrir notamment la pâtisserie boutique en 2026, mais on a aussi accueil et réception, on a métier du bar, on a dessert de restaurant. Voilà, donc on a toute une Ça marche bien le d'offres. sucré en ce moment. Complètement. Complètement. Mais pas C'est trop comme ça. sucré quand même. Pas trop. Non, justement, le sucré, mais pas Mais trop. pas trop. C'est la tendance, bien sûr. Un mot aussi pour dire qu'on peut recruter des personnes qui auraient voulu faire du théâtre, voulu être acteurs. Ça marche, ça, en maître d'hôtel, en salle. On en a besoin aussi de ces profils. Un métier qui est très, très, très théâtral, il faut aussi le rappeler. C'est pas du pipeau, c'est juste une présence, une prestance. Exactement. Et là, on est sur, par exemple, cette année, depuis 2 ans, la CS Sommellerie, elle recrute à partir d'une personne à le bac, peu importe le bac qu'il a, il peut basculer en mention. Alors, CS Sommellerie, en certificat de spécialisation, et il va pas avoir de compétences en restauration, mais peut-être qu'il va avoir justement ses compétences théâtrales, cette façon de parler, d'argumenter qui peut être amenée par les études qu'il a fait au précédent. Oui, Ça, c'est un assez rôle. intéressant. Un Exactement. rôle très important aussi. Et Laurent Gras, pour conclure, il faut prendre des stagiaires de 3e et de seconde. Oui, alors il y a eu un travail de fond avec les conseillers d'orientation. On a fait plusieurs manifestations avec l'UMI, sous la présidence de Daniel d'ailleurs, notamment une il y a quelques années au Mercure Centre. Faut qu'on refasse ça. Il faut mieux faire connaître nos métiers pour que les jeunes soient orientés, pas par défaut, vers nos maisons, vers nos établissements de formation. Voilà, il y a C'est pas toujours facile. Qu'est-ce c'est qu'on pas peut leur toujours faire facile. faire En On ne peut fait, pas servir d'un couteau, je crois. alors, On peut oui, pas alors aider déjà, il y a une comme législation on du voudrait. travail qui est escalée. Elle protège le jeune et c'est tant mieux. C'est de Ceci l'observation. dit, c'est de l'observation. Ceci dit, il faut quand même faire découvrir nos métiers. Notre métier, il se pratique midi et soir. Il se pratique aussi le week-end. Il se pratique aussi pendant que les autres se reposent en vacances, etc. Donc, il faut avoir ça à l'esprit. Je ne dis pas qu'il faut faire bosser les gens outre mesure, c'est pas vrai. Aujourd'hui, voilà. Mais par contre, il y a aussi à mettre en avant le côté épanouissant de nos métiers, avec l'ascenseur social qui est énorme, c'est-à-dire on l'a déjà dit plusieurs fois, du CAP jusqu'à la direction d'un établissement, la reprise d'un établissement. Voilà, et une capacité à faire le tour du monde avec Oui, bien sûr. un simple diplôme. Oui, mais de votre côté, c'est pas toujours facile de les accueillir dans des bonnes conditions. Non, c'est pas les facile, mais ça stagiaires fait de partie 3e. du boulot. Voilà. Alors, il ne faut pas les accueillir. Parce que ça fait l'effet boomerang. Le gamin qui avait une petite étincelle en se disant tiens, peut-être que les parents vont dire oh là, très bien, il sera nourri, logé, alors là, parfait. Et puis le môme, il arrive, c'est la potiche. Et au bout de 5 jours, il se dit mais surtout pas. En plus, il nous voit dans des moments de service où c'est un peu chaud, c'est un peu stressé. Il se dit oh là là, c'est pas pour moi. Donc c'est l'effet boomerang. Donc ceux-là, alors, on les a perdus définitivement. Voilà. Alors, où on les reçoit bien et on les, comme tu dis, on les ouvre. Et on leur- les valorise aussi, c'est important. Exactement, en prenant des risques, hein, porte un plateau. Quand il part comme ça, je dis non, tu regardes en face, regarde pas ton plateau. Oui, bon, il faut bien y aller. Quoi. Et c'est bien vu du Voilà. client aussi. C'est Bien bien vu de la sûr, ils aiment, mais population. bien sûr. Bien sûr. Bien sûr.
Parfait. Merci beaucoup, messieurs, pour nous avoir un petit peu aidés. Rappelez-vous, de toute façon, tout ceci en pratique, en dessin, en schéma, vous pouvez potasser pour faire les bons choix. Vous avez compris qu'au nom de la profession, c'est très important. Merci. On passe au service, le service compris de Véro. Merci. Véronique Soldevilla, alias Véro, le mémo de Véro. Aujourd'hui, on va parler de la grille de classification de la convention HCR. Je n'y comprends rien, je veux tout savoir. Véro. Eh bien, ça va être compliqué. Bon, je vais m'y exercer. Alors, tout d'abord, lors de l'embauche, la plupart d'entre vous offrent un emploi avec un salaire mensuel brut ou net. Ce que je remarque, c'est qu'en fait, la plupart des professionnels ont une réflexion grille de salaire, alors qu'il faut avoir une réflexion grille de classification. Alors, j'explique pourquoi. Okay. Je t'explique pourquoi. Alors, vous avez besoin de recruter du personnel en poste et vous devez clairement définir le poste. Et la grille de classification va vous permettre de déterminer le profil et de décrire plus facilement le poste à pourvoir. En fait, ça va être beaucoup plus clair pour tout le monde. Alors, la grille de classification, elle est basée sur 4 critères qui est en fait l'aptitude, la formation, l'autonomie et l'animation. Elle est basée sur 5 niveaux, 3 niveaux en tant qu'employé, un niveau de maîtrise et un niveau de cadre. Et elle est basée sur 3 échelons. Alors, ça a l'air un petit peu compliqué, mais quand on voit le tableau, c'est assez simple quand même. Oui. Donc, bien sûr, alors là-dessus, on va mettre le poste de travail que l'on veut, en fait, avec un descriptif assez généraliste, cohérent avec la grille de classification. Bien évidemment, il existe une grille avec ce qu'on appelle des 72 métiers repères, où déjà, on a mis effectivement en repère le poste de commis de cuisine, seconde cuisine, cuisinier, serveur, et on sait déjà dans quel niveau échelon on va pouvoir l'établir. Donc ça nous aide. Petite subtilité, puisqu'on a des métiers qui évoluent énormément, on peut aussi modifier le titre du poste dès lors qu'il soit bien sûr cohérent avec nos métiers. C'est-à-dire que parfois, certains me disent « Ah non, mais ce n'est pas tout à fait ce poste-là. » Alors, on va faire quelque chose de complémentaire et on reste cohérent, mais ça, c'est faisable aussi. Et ça, l'employeur est libre de le faire et de choisir et de déterminer comme il le veut. Voilà, mais sur une certaine tranche, c'est-à-dire en fonction de la grille aussi. Il faut qu'elle reste cohérent dans les métiers. Une fois que le niveau de l'échelon a été clarifié, vous allez l'inscrire sur le contrat de travail. On revient, donc un contrat de travail, on doit noter le niveau, l'échelon, pour le poste que l'on propose, avec effectivement un descriptif général de ce qui va être fait. Alors, ce que je rappelle, c'est que de façon très généraliste, il faut savoir, et je le dis souvent à mes adhérents, que tout contrat lie les 2 parties qu'il signe. Et parfois, il y a un oubli là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, souvent, les gens signent un contrat de travail. Je parle des salariés et des employeurs. Et finalement, ils partent sur d'autres choses, tant l'un ou l'autre. Et souvent, il peut y avoir des litiges, il peut y avoir des tensions. Et je rappelle toujours, vous avez signé un contrat dans lequel vous engagez à telle phase, tant le salarié que l'employeur. Par exemple, le salarié, quand il accepte un contrat de travail, parfois il l'oublie, doit être capable de fournir le travail et la fonction selon le niveau de l'échelon qu'il aura signé. D'ailleurs, sur le contrat, il sait principalement quelles sont les fonctions que l'on lui demande. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va bien sûr donner une fiche de poste où il y aura beaucoup plus de précision. Mais quand il s'engage, il doit savoir être capable de faire ce pourquoi il signe. Et il y a souvent des interprétations dans les droits et les obligations. La grille de classification sert justement, puisque ce fameux tableau va rappeler au salarié ce qu'il doit savoir et ce pourquoi il s'engage. D'accord, il n'y a pas de doute possible avec cette classification. Il ne devrait pas y avoir de doute possible. Après, il peut y avoir des tensions. Et également, donc, pour l'employeur, lui aussi, il s'engage à donner le travail en fonction du niveau de l'échelon qu'il a mis. En règle générale, ça fonctionne. Et avec, bien sûr, un taux horaire, une grille, en fonction de la grille de salaire, en fonction du niveau de l'échelon. Alors, petite précision, et là, on s'en est rendu compte aussi, c'est que vous avez donc, en fait, niveau échelon, un taux de rémunération, je vais dire par exemple 15 € de l'heure, brut. Alors souvent, ce qu'on regarde, c'est que 15 € de l'heure, ça équivaut à niveau 2, échelon 3, par exemple, qui est en fait 14,90 €. On se dit, bon, on se rapproche de là. Et j'y attention, il vaut mieux mettre un niveau 1, échelon 1, à 14 € de l'heure, c'est-à-dire que lui, en fait, sur la grille, il est à 13,50 €. Parce que si jamais il y a une augmentation de grille de salaire, ce qui avait été le cas en 2024, les employeurs ils se retrouvent à faire des augmentations assez conséquentes et non maîtrisées sur leur budget. Okay. Donc ça, c'est la petite subtilité. Alors,
Alors ensuite, la grille de classification est la nouvelle, hein, puisqu'elle est en application depuis le 1er décembre 2022. Elle compte 3 nouveautés, entre guillemets, donc depuis 2022 par rapport à l'ancienne. La première, c'est la polycompétence. Et ça, c'était une forte demande de la profession, puisque les métiers évoluent et qu'effectivement, dans certains TPE, on a besoin d'avoir quelqu'un qui soit un petit peu plus polycompétent, qui puisse faire 2 postes qui avant étaient totalement différent. L'autre nouveauté, c'est aussi la prise en compte, c'est très important, des diplômes et des CQP et des qualifications. C'est-à-dire qu'on a là encore un tableau qui va vous définir en fonction du diplôme quel est le minimum en niveau et en échelon. Et on peut être étonné aussi. Souvent, ça démarre en niveau 2. Et ensuite, on a ici aussi la grande nouveauté, puisqu'on en parlait tout à l'heure, c'est l'intégration des apprentis dans la grille de salaire. Qui dit intégration dit qu'en fait, l'apprenti gagne un échelon par année d'apprentissage dans la profession. Donc là, en plus de la revalorisation de la grille des apprentis qui est assez acceptable, il y a aussi cette notion d'ancienneté. Donc toujours pareil pour mettre en avant nos métiers vis-à-vis de l'apprentissage. Puisque je parle d'ancienneté, je rappelle juste, parce que souvent les gens l'oublient, je n'ai pas dit jusqu'à maintenant, la notion d'ancienneté dans nos métiers, elle existe, et elle existe depuis la première grille des salaires qui date du 1er avril 1997, c'est vrai. C'est que le salarié, quand est niveau 1, échelon 1, bénéficie automatiquement d'un échelon supplémentaire après 3 ans d'ancienneté. Ça aussi, c'est un oubli. Plus technique qu'autre, mais il faut aussi, effectivement, c'est toujours une question de valorisation. Et enfin, cette grille de classification, vous allez l'utiliser pendant toute la vie professionnelle de vos salariés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle va vous accompagner, vous aider, il va falloir ouvrir un nouveau cette grille à chaque fois que vous allez faire votre entretien professionnel. Dans l'entretien professionnel, on se pose et on se dit, bon, ben, qu'est-ce que tu as fait cette année ? Ok, tu as fait ça, ça, ça. J'ai vu que tu as augmenté ton autonomie. Et donc, en fait, on va voir par rapport à la grille de classification où est-ce que tu te situes. Il faut revoir aussi cette notion-là. Et ça, c'est très important. Et enfin, je rappelle que concernant l'entretien professionnel, nous en avions débattu pendant l'émission d'Entre nous du mois de mai 2025. Donc voilà, donc pour mémoire, donc je vous invite tous à aller revoir cette émission-là aussi. Que vous trouvez bien sûr, comme toutes les autres, sur votre page YouTube. Et vous pouvez la voir et la revoir et prendre des notes en même temps que l'exposé de Véro. C'est bien clair, Daniel ? Tout va bien ? C'est clair pour tout le monde. Ce qui est vraiment important, c'est de faire les choses dans le bon sens. On ne part pas d'un salaire que vous avez défini, on part des compétences souhaitées pour la personne que vous recrutez. Vous retrouvez ça dans le tableau de classification, ça vous donne un niveau, un échelon, et derrière vous regardez le minima que vous devez payer, et à partir de là, vous pouvez choisir le salaire. Mais ne vous trompez pas, ne commencez pas par choisir le salaire et après voir si c'est qu'il doit avoir une autonomie comme ci, comme ci, comme ça. Voilà. Alors surtout, essayez de faire briller les yeux lors de l'entretien. La seule chose qui retiendra, c'est le montant du salaire. Nous, on parle toujours bêtement en net. Il y a peu de professionnels qui annoncent un salaire en brut. Ce qui fait qu'on se tire une balle dans le pied dès le début. Voilà. Jamais on dit vous serez grille machin à gauche, à droite, la grille dorée, la grille. Voilà, il y a un salaire, il prend, bien sûr le poste est. Mais après, mais ce que Véronique disait et qui est important, c'est que du coup, des deux côtés, c'est-à-dire je te donne un niveau 2, échelon 2, ça veut dire que tu as une autonomie qui est de ce niveau-là. Et donc, si tu n'es pas autonome de ce niveau-là, ça veut dire que ton salaire n'est pas justifié. Et inversement. En fait, c'est des leviers qui sont pour vous et pour l'employé. Ça vous permet de dire, là, je crois que tu n'es pas à niveau. Ou par rapport, voilà. Faut lui dire. Alors, il faut aussi avoir en tête le quotidien, c'est-à-dire que vous bien avez en face de vous un recrutement hasardeux avec des gens formés ou non, qui prétendent à non pas une grille de compétences, mais plutôt un montant de salaire. Et il faut qu'on fasse avec depuis quelques années. Donc c'est difficile d'harmoniser le tout. J'entends la précaution à prendre, mais on découvre les lacunes et les compétences bien après avoir signé le contrat. Voilà. Et souvent bien après la période d'essai. Oui, mais par exemple, si tu as décidé, ça peut être un montant de salaire assez élevé que tu vas dire, mais pour autant, il ne faut pas que tu regardes la grille de classification
par rapport à ce montant de salaire. Parce que tu peux très bien être sur le niveau 2, échelon 1, et donner un salaire qui est sur la grille quasiment des cadres. Mais ne va pas le mettre dans cadre. C'est pas un cadre. Tout à fait. Tu vois, parce que Tout à fait. c'est ça qui est Le salaire important. va te donner la grille d'office. Et puis, Et non, question. justement, c'est ça qui est important. Non, mais c'est une question. Non. Je voudrais que je dise n'importe quoi dans la grille, voilà, la première, hein, par rapport à ce que le niveau, je me dis. Mais le salaire, évidemment, il faut qu'il soit bien au-dessus. Oui. Mais est-ce que ton cabinet comptable va pas te coller d'office parce qu'en fait, c'est ça, c'est que souvent, en fait, les professionnels, vous arrivez chez votre comptable. Pas fini, Gaëtane. Oui, mais quand vous arrivez chez votre comptable, vous dites, bah voilà. Non, je dis rien du tout. Je dis rien du tout. Je dis voilà, je il a lui donne embauché à tel salaire net. Et ben oui, et du coup, le comptable, il regarde le salaire, il regarde bêtement la grille. C'est ce que je suis pour en ça train qu'il de faut dire. vraiment Donc, regarder c'est encore la grille les cabinets comptables qui font pas toujours leur boulot. Parce qu'ils font ce que vous leur demandez aussi au départ. Tout ça, on est d'accord. On est tous d'accord. Forcément. Par contre, attention, aujourd'hui, on n'est plus trop maître à la manœuvre. C'est-à-dire qu'on prend les candidats qui se pointent par défaut, donc avec des lacunes. On aimerait avoir le luxe de dire tiens, bah, on va faire ça, et donc on s'adapte sans arrêt, nous professionnels, avec les plus et les moins de chaque mais collaborateur. C'est intéressant, il faut l'entendre. Par contre, voilà, et bien souvent, on n'est pas loin de la situation où c'est le candidat qui va dire je veux tant. Ah bah oui, voilà. même, et peu importe les compétences acquises ou non. Voilà. Oui, mais ça, c'est pas un problème. Vous avez besoin d'un collaborateur. Ah si, ça devient un problème. Non, mais c'est pas un problème. C'est-à-dire que tu peux quand même. On n'est plus d'accord sur l'attendu de. Voilà. Donc, tu peux quand même le positionner sur un niveau plus bas parce que tu estimes que. Voilà. Oui, mais je m'excuse d'insister, ou alors je suis complètement stupide, ce qui n'est pas impossible. Mais non. C'est le moment de m'en apercevoir. Moi, je me semble avoir eu une fois mon cabinet comptable me disant non, mais là, avec ce que vous venez, il est cadre. Eh ben non, justement. Eh ben, oui, mais sauf si vous attendez de cette personne qu'il ait des responsabilités et qu'il ait. Je suis d'accord avec vous. J'ai eu le cas avec un de mes adhérents où effectivement le salarié avait un taux horaire de niveau cadre. Par contre, le comptable voulait mettre en niveau cadre. Je dis non, il ne l'est pas. C'est ce que je dis dans la grille de. C'est pour ça qu'on explique. Multifonction, vous êtes marrant. Il faut tout savoir de partout. C'est pour ça qu'on vous rappelle tout ça. C'est pour ça que cette émission, c'est entre nous et qu'on vous donne. Si je peux rajouter quelque chose, c'est vraiment des sujets qui créent de fortes tensions parce qu'effectivement, comme vous l'avez évoqué, Laurent et Daniel, outre le principe du nerf de la guerre, il y a une réelle tension. On va pas se cacher ça. Hein. Donc, mais qu'on entretient aussi la profession. Hein. Il faut peut-être aussi qu'on en sorte de ça. Ça aussi. Mais ce qui est certain, c'est qu'en tant qu'employeur, juste de ce que vient de vous dire Véro, l'idée, c'est aussi de préparer juste l'entretien à l'embauche. Mais vous avez raison. Un petit coup d'œil à cette grille de salaire sans la connaître par cœur pour être aussi serein sur ce que vous pouvez annoncer et pour aussi vous arriver dans un entretien d'embauche en étant sachant et moins subir parce que effectivement c'est hyper difficile. Et l'entretien d'embauche, on le sait très bien, il se fait en catastrophe, entre deux services. Tu viens, alors ça va, t'étais où, t'as fait quoi? Ok, tu te sens là parce que ça va là, oui, ok, bon. Alors nous, dans notre entreprise, ça se passe bien, t'as vu, t'es bien, oui, allez, hop, tu signes. Et en ayant pris juste connaissance de ces trois petits niveaux-là, enfin, trois petits niveaux, qui ne sont pas trois petits niveaux, mais cette grille qui a été expliquée admirablement par Véro et qui en soi est un tableau basique, ça permet juste d'arriver un petit peu plus cool aussi et de préparer son entretien d'embauche. Et puis, pas se tirer une balle dans le pied en plus. Voilà, il faut le préparer. Plus loin encore, cette grille-là, pourquoi c'est pas un document pour les deux parties? C'est-à-dire qu'on met sous le nez aussi du salarié le rapport compétence-salaire. Voilà. Et donc, dans le contrat, avoir une annexe, une pièce jointe, où il y a la grille des salaires. C'est-à-dire, voilà, vous avez postulé pour tel poste, ça vaut tant, avec tant d'heures de travail par semaine, et telle compétence en face. Voilà. Et là, il n'y a pas de discussion. C'est ce que je dis. En fait, on a des modèles de contrat, mais... moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une annexe indissociable du contrat de travail. Alors, sur le contrat lui-même, c'est prévu. Il y a un niveau échelon, niveau 3, échelon 2, et dessous, on met effectivement ce à quoi ça correspond. Quel est le travail de base en fonction du niveau de l'échelon qu'on va demander. Et on met la petite phrase en disant, et ensuite, il y aura des éventuels changements qui est en fait
le poste de travail qu'elle va un petit peu plus définir. Mais dans le contrat, je répète ce que je dis, un contrat, ça lie les deux parties. Je vais insister là-dessus. Et avant de faire ça, vous appelez Véro, comme ça, il n'y aura pas de doute, on saura tout. Véro, d'ailleurs, la rubrique, on va la requalifier sur le feu, d'accord? On va faire ça comme ça. Mais c'est très important et merci pour ces petits rappels tout de suite. On enchaîne avec Gaëtane tout de suite et la question du mois. Alors, eh bien, écoutez... Il y a un petit jingle, Ah bah non, on l'écoute quand même. Excuse. Soyons dans notre classique, voilà, notre cadre, notre grille. Alors, eh bien, aujourd'hui, c'est une question d'un de nos adhérents qui nous dit, dans le cadre d'un démarrage de contrat d'apprentissage dans mon restaurant, je viens de recevoir les parents de mon apprenti. Ceux-ci me demandent qui fournit et prend en charge la tenue professionnelle de leur enfant. Voilà. Alors, il faut savoir que la tenue professionnelle d'un apprenti est prise en charge par l'OPCO compétent. Dans notre profession, c'est ACTO, que vous connaissez tous. Cette ACTO va verser en fait une somme forfaitaire au centre de formation. Et c'est pour que le centre de formation puisse pouvoir fournir le premier équipement pédagogique du jeune apprenti pour qu'il puisse commencer sa formation. En revanche, les OPCO, donc ACTO, ne prend pas en charge ce que l'on appelle les EPI, c'est les équipements de protection individuelle. Dans notre secteur, il y a un élément qui est un équipement de protection individuelle, ce sont les chaussures de sécurité. Voilà. Et donc, ces chaussures de sécurité, eh bien, c'est à votre charge, vous, employeur, pour équiper le jeune qui va venir dans votre entreprise. Voilà. Donc, la première tenue professionnelle est donnée par le centre de formation via le forfait versé par ACTO et les chaussures de sécurité sont achetées par l'entreprise. Je rajoute une petite nuance, l'ACTO financé par les entreprises. Donc c'est l'entreprise qui paye également la tenue. Voilà. Toujours n'importe comment. Voilà. Ça revient toujours. Voilà. Non mais c'est important que les parents le comprennent. Voilà. Oui, tout à fait. Eh bien, très bien. Merci beaucoup. La coiffure aussi, ça c'est différent. Oui. On parle de la tenue professionnelle. Voilà, exactement. Pas de frais de coiffeur. Non, malheureusement pas aujourd'hui. Merci beaucoup, Gaëtane. Et les tendances du mois, tout de suite. Elles galopent, elles vont très très vite. D'ailleurs, les tendances dans la profession chou, de quoi on parle aujourd'hui? On va manger encore. Alors aujourd'hui, on parle d'emballage comestible. Alors, partout, ça s'envole. Voilà, alors, un emballage comestible, déjà, c'est quoi? Donc, un cornet de glace. Eh bien, justement, mais effectivement, c'est un contenant fabriqué à partir de matériaux naturels, consommés en toute sécurité par le client avec les aliments qu'ils contiennent. Donc effectivement, on a tous en tête le cornet de glace ou le petit fond de tartelette. Là, on va parler plutôt d'alternatives écologiques aux contenants en plastique alimentaire tout en réduisant les déchets. Alors, ces emballages comestibles, ils sont à base de plusieurs matériaux naturels. Ça va aller. Alors, première matière, les algues, utilisées pour leurs propriétés plutôt gélifiantes. Donc là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on a à base d'algues? Donc, de plus en plus, on voit arriver sur notre marché de films très fins pour emballer les produits comme les nouilles ou les sandwichs ou encore des bulles comestibles garnies de liquide, de jus de fruits ou de cocktails. Donc c'est vraiment, ça se présente comme des bulles, voilà. C'est un film transparent uniquement à base d'algues qu'on peut mettre en bouche. Le client, lors d'un cocktail ou même durant un festival, peut boire de manière différente et ne pas utiliser un gobelet. La paille comestible au goût de caramel ou encore de mangue et certains films qui prolongent également la durée de conservation des aliments parce que l'algue a des propriétés absorbantes, elle absorbe l'humidité et de faire retirer une partie de l'humidité au sein des aliments et donc garantit une protection plus durable. En matière également, on a l'amidon. Donc l'amidon, principalement à base de maïs, de pommes de terre ou encore de manioc. Alors encore une fois, on se dit, qu'est-ce que ça pourrait être? Tout simplement, en tête, le rouleau de printemps. Papier de riz, alors on en a l'usage classique sur ce rouleau de printemps, mais on pourrait étendre cet usage de manière plus large dans des préparations. On rappelle que cet aliment se dissout facilement et qui
il a de grandes notions de pouvoir protéger les aliments. Donc encore une fois, lors de vos créations, vous pourriez très bien vous servir de feuilles de riz, de papier de riz. Il existe également sur le marché des bols et contenants à base de fibres de pommes de terre et fibres végétales. Donc de plus en plus, nous allons pouvoir retrouver, alors ça se passe plutôt à l'étranger, le principe d'avoir une assiette justement pas en carton, à base de pommes de terre et fibres végétales, pouvoir déguster et ensuite déguster son assiette. Au même titre que les couverts comestibles à base de millet ou de maïs qui seraient au goût salé, sucré, épices et cumin. La dernière matière, c'est la protéine, donc d'origine animale ou végétale. Donc pour ce qui est de la protéine animale, on la connaît tous. On pense souvent à la gélatine de porc, mais il y a aussi des protéines issues du lait, ce qu'on appelle la caséine de lait. Et maintenant, on a des créations de films de protection aussi pour protéger les aliments et qui ont des propriétés idéales pour la conservation parce que la caséine est une molécule très épaisse qui permet de bloquer l'oxygène en fait, au niveau des aliments et de faire proposer une conservation plus longue. Alors les avantages, il y en a plusieurs. Ils sont au nombre de 3, que ce soit pour le professionnel ou pour le client. Pour le professionnel, premier avantage, l'impact environnemental. On va parler de loi AGEC et de réduction du coût de gestion des déchets. Pour la réduction du coût des déchets, pourquoi ? Pas d'emballage, pas de tri, pas de coût de traitement. On rappelle que sur un hôtel-restaurant moyenne gamme, on dépense environ 14 000 € par an pour la collecte des traitements de la globalité des déchets. On n'est pas que sur les déchets alimentaires, mais on est quand même sur des coûts assez importants. On va au-delà des attentes de la loi AGEC. Vous le savez, la loi AGEC, elle a fixé comme axe prioritaire la réduction des emballages. Plus d'emballage, on est tranquille. Okay. Et pour le client, une commodité de consommation parce que je vais dans mon restaurant qui peut-être pratique une vente à emporter et je n'ai plus besoin de jeter mon emballage. Donc on ne se dit pas j'en garde pour le dessert, c'est j'en garde pour mon emballage alors. Exactement. Il faut y penser maintenant. Il y a cette notion aussi de bénéfice pour la santé parce que en l'occurrence mon produit a été présenté avec de l'algue, etc. Donc un vrai bénéfice pour la santé et il peut se féliciter d'un achat responsable. Alors, ça peut paraître rien comme ça, mais ce sont des axes quand même aussi d'attractivité et de valorisation de l'image de marque de l'entreprise. Et c'est le deuxième point, c'est le deuxième avantage parce que avec tous ces nouveaux emballages comestibles, vous pouvez surprendre votre client. Voilà. Et là, pour le coup, c'est encore peu connu. Ça peut intéresser des clients, ça peut intéresser des futurs clients. Et j'insiste fortement parce que, en m'étant vraiment renseignée sur le sujet, j'ai vu des packagings assez dingues, colorés, qu'on peut personnaliser au nom de l'entreprise. Et je me suis dit que c'était vraiment un axe à vraiment pas mettre de côté parce que vous le savez, le packaging, c'est vraiment un levier d'expérience client. Et c'est, encore une fois, Instagrammable. Et à l'orée de toutes ces communications sur les réseaux sociaux, ça peut être très intéressant. Également, du coup, l'entreprise se démarque. Voilà, vis-à-vis de sa concurrence parce que c'est très novateur. Et ça incarne aussi son engagement pour une restauration plus durable. On sait de plus en plus, nos consommateurs, ils sont sensibles aux démarches écologiques. Ils sont même parfois capables de payer plus cher pour un emballage qui correspond plus mieux à leurs attentes, qui serait peut-être un petit peu plus éco-responsable. Et on rappelle que 65% des consommateurs affirment préférer des produits avec moins d'emballage. La dernière chose, au niveau de la marque employeur, c'est votre personnel qui peut aussi être fier, de fait, d'utiliser ce type de produit et de le valoriser auprès de sa clientèle. Le dernier avantage, il apporte la preuve de votre démarche RSE. Les clients sont toujours curieux, en fait, sur les démarches qui vont dans le sens de la protection de l'environnement. Selon une étude, 9 Français sur 10 attendent des preuves RSE de la part des hôteliers et des restaurateurs. Oui, bien sûr. Pour 45% des consommateurs français, la priorité doit être donnée à une politique zéro déchet. Mais il y a des inconvénients. Oui. On peut pas manger les serviettes parce que c'est pas très hygiénique. Alors, il y a 3 inconvénients, encore une fois, principalement pour le professionnel et pour le client. Le premier inconvénient, c'est le coût.
Et ben voilà, Mais c'est pas évidemment. important, ça. Non, mais justement, on en parle. On en Non, parle mais pas, là, moi, on je en suis parle juste pas. pour vous, là pour vous expliquer les tendances. Mais oui, il y a une réelle préoccupation principale sur le coût parce que la production d'emballages comestibles, c'est vraiment plus coûteux que celle des plastiques traditionnels ou voire même tout ce qu'on trouve maintenant en fibre de bambou, etc. On rappelle que pour 1 tonne de blé, on produit seulement 10 000 assiettes comestibles. Donc, je vous laisse imaginer le coût de production. Et de fait, ça laisse place à un prix d'achat plus important. Voilà, si vous deviez effectivement proposer des choses avec des emballages comestibles, vous auriez forcément un prix d'achat plus important. D'où l'importance également de former son personnel à ça et pouvoir expliquer aux clients que tout ça, ça coûte un peu plus cher. Le deuxième inconvénient, c'est la durabilité du transport. Parce qu'il faut s'assurer que l'emballage soit comestible et qu'il garantisse une protection adéquate, que ce soit pendant le transport ou le stockage. Et la dernière, c'est pour le client. C'est l'acceptation client, parce qu'effectivement, il y a des clients qui sont très contents de ces nouveautés qui arrivent sur le marché et très curieux de ça, mais aussi ça crée de nouvelles méthodes de consommation qui peuvent questionner le principe de l'hygiène ou du suremballage. Voilà. La serviette comestible. Exactement. Et là, vous allez me dire, peut-être qu'on peut le faire nous-mêmes. En fait, peut-être qu'on peut faire nous-mêmes nos emballages comestibles. On parle du cornet de glace, etc. Il y a peut-être des choses à mettre en place. Oui, ça se fait, on peut le faire, mais il y a des obligations à respecter. Donc déjà, pouvoir préserver la qualité et la fraîcheur de ces préparations. Il faut aussi donc, créer un emballage qui puisse résister au stockage et au transport, être en conformité avec les normes d'hygiène et de sécurité. Et si jamais vous souhaitiez vraiment personnaliser votre emballage et l'utiliser de manière très, très, très fréquente, eh bien, pourquoi pas faire des tests rigoureux avec des certifications qui seraient nécessaires. Voilà. Le transport comestible, on va absolument, y arriver aussi. absolument. Alors, quand on parle de ça, on parle aussi, finalement, on a en résonance la vente à emporter, mais les axes au niveau de la restauration dite traditionnelle sont vraiment importants et peuvent être saisis très facilement. On parlait de cornets de glace, mais les sur pailles, les buffets, gobelets, etc., on peut réfléchir aussi à des transformations tout simplement dans nos cuisines, de limiter également les contenants et demander à notre personnel aussi de se mobiliser et de créer des contenants qui soient comestibles. Les feuilles d'endive, on peut faire plein de choses dans des feuilles d'endive. On peut faire plein de choses. Alors, la notion environnementale, elle devient un aspect crucial. Dans notre quotidien, l'emballage comestible, il s'impose comme une option attrayante pour notre secteur, voire peut-être une révolution. Voilà, petit à petit. L'oiseau fait son nid. Merci Chou pour toutes ces nouvelles tendances. On a hâte de découvrir la prochaine pour le mois de novembre. Merci encore à vous toutes. Alumi 38. Merci Daniel Chavant. Merci. Un très bel automne à vous tous. Merci Ravi. Laurent Gras et merci encore à vous tous, toujours de votre fidélité. À très vite. Au revoir. Merci. Toutes nos lignes sont actuellement occupées. Merci de patienter.